Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui, toujours aussi nombreux pour ce nouveau Cement Lab. J'espère que vous m'entendez bien. Aujourd'hui, on est dédié à la thématique de l'économie circulaire. Je suis le dirigeant d'Impulse Partner et Thomas Leduron, et je vais animer la séance d'aujourd'hui. Nous avons un certain nombre de fidèles que je reconnais, mais aussi des nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui, donc je les remercie. Un petit rappel sur ce qu'est le Cement Lab. Donc, initié par l'industrie cimentière, le Cement Lab est un laboratoire d'idées dédié à l'ensemble de la chaîne de valeur de la construction. Et vous voyez les logos des partenaires qui nous accompagnent dans cette initiative. Dans un monde en pleine transition numérique et écologique, la filière se rapproche du monde des startups afin de mieux saisir les opportunités des transformations. Cement Lab, c'est un facilitateur de rencontres et d'échanges, et il met en place une relation privilégiée entre les industriels et les startups. Nous avons démarré en 2018 et vous voyez déjà un certain nombre de startups qui ont été identifiées et pour certaines qui sont allées à faire des collaborations, voire des acquisitions par les industriels. Donc c'est une initiative qui a démontré ses capacités à créer des rapprochements et des transformations. Je vous rappelle aussi que nous regardons toute la chaîne de valeur du ciment et de ses usages, ce qui inclut naturellement le chantier et la logistique, qui seront notamment les points clés de l'économie circulaire dont on va parler aujourd'hui. Donc, au programme aujourd'hui, nous aurons deux témoignages très intéressants parce que sur des échelles très différentes de mise en œuvre de l'économie circulaire sur un chantier. Tout d'abord, nous aurons le plaisir d'accueillir Édouard Hoche, qui est le DG de Valeur Promotion. Valeur Promotion est un promoteur de l'habitat social et qui nous parlera d'une petite opération dans le Loiret. Et après, ça sera suivi par le témoignage de François Dapilly, qui est le chef de projet innovation durable d'Eiffage, qui nous parlera du grand écoquartier de Châtenay-Malabry. Donc c'est là que vous verrez qu'il y a vraiment deux échelles différentes sur les projets et ça sera intéressant de comparer les deux. Nous aurons à l'issue de chacun de ces témoignages quelques minutes de questions-réponses. Donc je vous invite à poser vos questions dans le chat ou à les poser directement en live pendant cette séance-là. Ensuite, nous aurons à notre habitude trois startups qui viendront présenter leurs solutions. Tout d'abord, Quentin de Trien Collect qui nous parlera de solutions de recyclage sur les chantiers. Puis Olivier de U-Béton qui nous parlera de déstockage de béton frais. Et enfin, Franz de Mix Terresting, donc startup autrichienne, qui nous parlera en anglais de l'intelligence artificielle appliquée à la formulation béton. Nous aurons différence par rapport aux séances d'avant. Nous garderons les questions-réponses pour le timing de 10h à 10h30. Donc, nous enchaînerons les pitchs des trois startups. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour qu'entre 10h et 10h30, on puisse exploiter ces questions. Je vous rappelle que la séance est enregistrée et qu'elle sera disponible en replay sur le site d'InfoCiment. Voilà, pour faciliter la compréhension de tous, merci d'éteindre vos micros quand vous ne parlez pas. Et voilà, j'en ai fini. Donc, je vais passer la parole à Édouard. Édouard, si vous êtes là, oui, bonjour. Allumez votre micro et votre caméra. Et bienvenue parmi nous. Bonjour à tous. Et donc, je vous laisse la parole. Merci de votre accueil. Donc, Édouard Hoche, je suis le directeur général et cofondateur de Valeur Promotion. Donc, on est promoteur immobilier spécialisé dans la création de logements intermédiaires et sociaux sur des régions assez différentes puisqu'on travaille du centre Val-de-Loire jusqu'au nord de l'Île-de-France. Donc, on a des opérations qui vont de Sainte-Maure de Touraine jusqu'à Villepinte dans le 93, par exemple. On a, depuis un petit moment, réfléchi à anticiper sur nos opérations et d'amener, une notion d'économie circulaire. On avait été approché par Agir il y a quelques temps qui nous avait proposé de mettre en lumière un petit peu toutes nos idées. Et c'est chose faite, donc avec l'opération que je vais vous présenter. On peut peut-être repasser le slide que vous mettiez tout à l'heure. Voilà. Donc l'opération de La Fontaine, c'est une opération qui est en hyper centre-ville de Saran, qui est en agglomération d'Orléans. Donc une petite opération de 28 logements, donc 23 logements collectifs qu'on voit sur l'image en face de nous et 5 maisons individuelles. Donc le tout sur un foncier de 2500 m² qui en fait était le jardin d'un pavillon des années 70. Donc ça paraissait être l'opération idéale pour ce type de solution.
Donc, en tout, sur cette opération, on a mobilisé 17 entreprises sous-traitants qui ont adhéré au modèle qu'on leur a proposé. Donc, l'idée, ça a été de faire analyser d'abord notre CCTP et notre CCAP par Agir, qui nous a permis assez rapidement de mettre le doigt sur des points d'amélioration à apporter à notre vote constructif pour permettre de baisser le bilan carbone de l'opération et de s'approcher du modèle économie circulaire. Sur cette première opération, ça a été un petit peu différent par rapport à celles qui vont arriver, puisque on a intégré Agir alors que les consultations des entreprises étaient déjà terminées. Donc, on a demandé aux sous-traitants et aux entreprises de réouvrir les dossiers et de modifier certains points dans leur mode constructif. Donc, ce qu'on a pu apprécier, c'est que finalement, ça n'a apporté aucune difficulté à personne, que tout le monde a pris les éléments, enfin les choses plutôt comme un système vertueux que comme une contrainte. On n'a pas eu de surcoût particulier sur l'opération, ni en termes de coût, ni en termes de temps d'ailleurs. Voilà, on s'est simplement rendu compte que ce qu'on imaginait était vrai. Il n'y a pas il y a ni surcoût, ni contrainte logistique à l'opération. C'est simplement de la mise en lumière de bon sens sur l'opération. On pourrait, alors, j'ai pas transmis les pièces techniques, ça aurait été un petit peu lourd ce matin, mais globalement, notre volonté, c'était plutôt d'anticiper des réglementations, notamment sur l'aspect bas carbone sur les opérations, plutôt que d'avoir à les subir comme des contraintes quand elles vont être rendues obligatoires à horizon, à mon avis, 2023 ou 2024. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Bon, je crois que j'ai à peu près terminé. Est-ce qu'il y a des questions sur cette opération? Voilà, là, on voit les maisons à l'arrière, à l'avant, pardon. Moi, je veux bien que vous disiez un petit mot sur ce qu'est Agir déjà, parce que tout le monde ne connaît pas forcément, et sur Alors, la manière que vous avez eu de travailler avec eux, et en quoi ça... On comprend que c'est une manière différente de travailler pour vos entreprises qui ont travaillé. Donc, même s'il n'y a pas eu de surcoût, il y a peut-être eu un effort oui, alors d'investissement, effectivement, en non, tout il cas. y a Et eu un effort, déjà un comment effort. culturellement ça s'est passé, quoi. Déjà, il y a eu un effort intellectuel de la part de tout le monde parce que, effectivement, dans un contexte économique qu'on connaît tous, qui est pas évident, se dire qu'on va rajouter des contraintes à notre mode constructif, c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Mais contre toute attente, ça a été plutôt bien pris par l'intégralité des entreprises, qui elles aussi ont pris la chose comme comment dire, euh, comme le fait de prendre en amont des futures contraintes. Donc, effectivement, de s'éduquer, tant que les choses ne sont pas encore complètement obligatoires, de s'éduquer à un mode constructif qui va devoir devenir un mode opératoire à horizon 12 ou 24 mois. Euh, Agir, c'est un incubateur qui nous, enfin, pardon, une société qui nous a accompagnés dans l'étude de notre CCTP, notre CCAP, qui nous a permis globalement comme un bureau d'études, on peut dire, qui nous a permis sur différents points du mode constructif de cette opération présentement, euh, de modifier, d'ajuster ou de mettre en lumière tout simplement certains points pour permettre de baisser le bilan carbone de l'opération. Alors, de réemployer des matériaux, enfin, d'améliorer en fait le score de l'opération qu'on est en train de regarder. Typiquement, vous avez quelques exemples de Oui, alors, catégories de matériaux réemployés, par exemple, par et comment, exemple, comment bah, vous les avez effectivement, trouvés, où vous êtes allé les chercher. on a déconstruit un bâtiment des années 70 qui a servi par exemple dans l'allée à faire les pré-chemins. En fait, si vous voulez, c'est des choses qu'on faisait souvent déjà dans le bâtiment et qui finalement permettent aujourd'hui enfin, en fait, qu'on met en lumière, si vous voulez. C'est surtout ça, c'est pour ça que j'aime bien ce mot-là, parce que c'est des choses qu'on faisait souvent déjà. Alors, ça relève du bon sens que de dire aujourd'hui, on va aller acheter le béton dans la centrale la plus proche. Pour certains, effectivement, le principe aujourd'hui, c'est de mettre tout ça en lumière et de calculer un petit peu les points qu'on peut améliorer sur l'opération. Et Agir est là pour orchestrer tout ça entre le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, les sous-traitants, et de mettre bien sûr tout ça par écrit.
ça, il faut un tiers finalement indépendant C'est ça, qui permette enfin, c'est le chef d'orchestre, quoi, c'est ça. c'est le chef d'orchestre. Et là, je Exactement. comprends que l'opération, vous l'aviez déjà remportée en fait, et c'est plutôt un acte volontariste que vous avez fait, mais sur des opérations à venir, en phase de consultation, etc., j'imagine que ça peut être un Alors, argument pour le futur aussi. on va même plus loin parce que sur des opérations à venir où on est encore en phase de conception, par exemple, on peut apporter et consulter Agir, notamment sur des aspects sur le mode constructif, donc sur la conception en elle-même. Quand ils arrivent plus en amont dans l'opération, on imagine et on est même sûr aujourd'hui d'être beaucoup plus pertinent sur l'aspect carbone de l'opération. Donc, effectivement, à partir de maintenant, on a fait de cette opération un modèle qu'on espère pouvoir transposer sur l'intégralité de nos futurs démarrages chantiers. On parle d'un petit peu plus de 200 logements sur 2022, euh, sur des régions qui sont toutes, enfin, sur des territoires qui sont diamétralement opposés, hein. Quand on construit dans le 93 et qu'on construit dans le fin fond de la Touraine, effectivement, les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis les points d'amélioration qu'on pourrait apporter ne sont pas les mêmes non plus. Donc effectivement, on les consulte beaucoup plus en amont dans nos opérations. Et est-ce que vous, du coup, vous êtes, en tant que promoteur, vous êtes dépendant des entreprises régionalement, enfin sur chaque opération, vous avez différentes entreprises, j'imagine. Oui. Et est-ce que vous observez des niveaux de maturité des uns et des autres différents, ou au contraire, tout est en train d'aller dans la bonne direction, et pour peu qu'il y ait un chef d'orchestre, ça le fait, quoi. Et je crois que c'est ça, en fait. Je crois que vous avez tout dit. Enfin, c'est clairement ça. Il faut un chef d'orchestre. Il faut quelqu'un qui soit capable de mettre en musique, en fait, tout ce qu'on se dit, d'accompagner aussi et d'éduquer les entreprises qui sont en ce moment peut-être de prime abord un peu réfractaires à ce type de solutions, en tout cas plus petites. Mais quand on leur explique les choses et qu'effectivement on essaie de les faire anticiper une future réglementation plutôt que de euh, les laisser dans leur coin et qu'ils aient à les subir dans 12 ou 24 mois, ils sont tout à fait à l'écoute et finalement ça se passe plutôt très bien. Ils sont d'ailleurs aujourd'hui ravis. Le chantier est maintenant lancé, hein, toutes les consultations sont terminées, l'opération est techniquement lancée et tout le monde est plutôt ravi tout le monde est plutôt ravi de ça. Et j'imagine que maintenant, vous ferez que des opérations économie Et circulaire. bien sûr. Ah oui, c'est Et notre. il y a un niveau d'excellence. Enfin, je veux dire, vous pouvez le faire beaucoup, vous pouvez le faire un peu. Donc, comment vous évaluez ça aussi? Ah bah, quand on prend une opération comme celle-ci, qui est déjà lancée, on peut faire un peu et c'est déjà pas mal, c'est déjà mieux que rien. Quand on prend une opération dès la conception, comme certaines qu'on est en train de regarder déjà avec Agir en Thermo-Une à Créteil, là on peut faire beaucoup, en tout cas beaucoup plus. Et, Euh, et j'imagine que ça rentre dans les contraintes, enfin les demandes clients, notamment, non? ah, C'est pas pas encore en- inscrit dans les non, exigences? pas encore, pas encore, pas encore, mais on imagine que ça le sera très rapidement. Mais ça Vous l'est êtes pas encore. encore pour l'instant en avance de phase par rapport Ça, aux c'était demandes, un quoi. objectif, exactement. Bah, très bien. S'il y a d'autres questions autour de la salle, n'hésitez pas, hein, soit à prendre la parole en direct, soit à intervenir dans le chat. On voit une autre photo, ça c'est la vue d'en haut de. Ouais, c'est le plan masse, effectivement. Et donc il y avait un bâtiment que vous avez déconstruit à cet endroit-là. Exactement. Il y avait, alors un bâtiment, c'était un pavillon des années 70 qui était vraiment une dent creuse dans la ville. Parce qu'on voit que tout autour, on a du bâtiment collectif qui date des années 70 aussi. Mhm. Des pavillons qui sont rajoutés un petit peu plus au nord, en division de terrain a priori dans les années qui ont suivi. Et effectivement, donc là, on voit les 5 maisons à gauche du plan et le bâtiment collectif avec la toiture végétalisée à droite. Très bien, bah, merci en tout cas pour ce témoignage et ce. Parce que je comprends, c'est que ça a été sans douleur, hein, en fait, de passer en mode économie circulaire. Alors, sans douleur, non, sans douleur, avec un peu de travail quand même, parce qu'il a fallu réouvrir les dossiers qui étaient Oui. closés. Donc, ça demande quand même un petit effort des équipes, mais à partir du moment où
où c'est bien intégré. Et on a surtout un staff technique qui a été très, très, très à l'écoute de ce type de solution, qui a été très preneur de l'opération, donc qui a été plutôt moteur. Et ça a aidé. Très bien. Et on a une question là. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets de modification du mode constructif? Alors, ça va surtout sur l'acquisition des matériaux, objectivement sur cette opération-là. La déconstruction, principalement, puisque initialement, dans l'entreprise qui était en charge de la déconstruction avait pas vraiment détaillé ce qu'il allait faire des matériaux ou dans quelles conditions il allait déconstruire. On lui a demandé d'être beaucoup plus clair sur ce qu'il allait faire et surtout de réemployer un maximum de matériaux, notamment pour l'aspect chemin d'accès, comme je le disais tout à l'heure, sur cette opération et principalement sur comment dire, la zone d'achalandise pour l'achat des matériaux. Mais on n'a Et donc pas et sur d'autres opérations à venir en phase conception, là, vous pouvez faire des changements beaucoup plus importants, j'imagine. sur les opérations à venir, oui, effectivement, quand Agir intervient et quand même nous, on intègre dans notre mode constructif directement, dès la phase conception, le, l'aspect économie circulaire, on arrive à gagner énormément, énormément de points et à travailler dès le début sur l'opération. Ouais. Très bien. Ben, merci beaucoup, Edouard. Ce témoignage Et de est très rien. intéressant. Ben, je vous invite à rester avec nous. On va passer à Ouais. une autre échelle. François, bonjour. Oui, bonjour. Ben, écoute, je vais te laisser présenter le projet d'écoquartier à Châtenay-Malabry. Merci. Merci à tous. Bonjour, bonjour tout le monde. Je vois que les gens se connectent petit à petit. Ça fait plaisir de voir autant de monde autour de ce sujet. Du coup, je laisse passer les slides. Oui, bah, faut que tu nous dises Ok. suivant. Donc moi, je vais vous présenter en fait tout ce qui s'est passé autour du quartier, l'écoquartier La Vallée à Châtenay-Malabry. On peut passer la slide, la première slide. Châtenay-Malabry, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est dans la banlieue sud de Paris, la moyenne grande couronne, on va dire, qui est une ville qui se transforme en fait autour notamment de son tramway qui est en train de se construire, le tramway 10. À la frontière de l'axe de la N20, il y a l'autoroute A86 qui passe juste à son bord. Et en fait, on peut passer encore. Le quartier, ça c'est une slide très importante vis-à-vis de mon discours d'aujourd'hui. En fait, le quartier s'est construit sur l'école centrale. Donc, vous allez voir ce qui existait avant qu'on arrive. Donc, l'école centrale a déménagé, en fait, à l'occasion, le ministère a fait déménager l'école sur le plateau de Saclay. Et donc, à Châtenay-Malabry, ils ont laissé ce terrain-là de 20 hectares avec tous ces bâtiments. Alors, il y a beaucoup d'espaces verts, enfin, d'espaces verts de pelouse, on va dire. Et il y a quand même, il y avait à peu près 150 000 mètres carrés de bâtiments en fait à transformer. Alors, le maire, lui, voulait que cette école disparaisse, puisqu'en fait, c'était en fait une école fermée sur elle-même, hein, très clairement. En fait, pendant 20 ans, ils se sont installés en 1973. Pendant 20 ans, en fait, cette école a vécu un peu en autarcie. Les étudiants faisaient soit la vie dans l'école, soit aller à Paris pour vivre leur vie estudiantine. Mais c'était un site très très fermé. Et donc le maire, en fait, a voulu vraiment effacer l'école centrale et réouvrir cet espace sur la ville. On peut passer, si vous voulez, parce que j'ai pas mal de slides. Donc, du coup, donc nous, en fait, Eiffage et Eiffage Aménagement, on a répondu à cet appel d'offres, puisque c'est devenu un appel d'offres pour l'écoquartier, autour de 4 axes très importants, que sont la conception bas carbone, l'économie circulaire, la nature en ville et les nouveaux usages. Donc c'était 4 axes en fait de notre offre qui ont été assez forts. La mairie avait quand même voilà, proposé, enfin demandé une ambition très très forte sur ce quartier. Sur la base de certifications classiques, on va dire, d'écoquartier, de nature en ville, c'est-à-dire biodiversity, ça c'est vraiment nous qui l'avions proposé. Et quand on a appris que le maire voulait détruire tous les bâtiments,
on lui a proposé donc aussi d'avoir un axe très très fort sur l'économie circulaire. C'était en 2017. Donc il faut se rendre compte qu'en 2017, le monde de l'économie circulaire, en tout cas dans le bâtiment, tel que moi je l'ai connu, je le connais depuis une quinzaine d'années, et ben c'était pas du tout celui qu'on connaît maintenant. 5 ans ont passé et il y a 5 ans, l'économie circulaire, c'était peau de chagrin. Et donc nous, on lui a proposé, on lui a dit, bah, très très bien, vous voulez faire disparaître cette école, mais nous, on va récupérer l'ensemble des bétons déconstruits pour les réutiliser sur le site. Donc le site, c'est 20 hectares, 2200 logements, enfin, vous voyez les chiffres, hein, 15 000 mètres carrés de commerce, un siège social, donc Lidl France qui s'installe, donc à 36 000 mètres carrés de siège social. Tout ça se passe en 3 phases. La phase 1 qui est bientôt finie. Si vous voulez venir habiter à Châtenay-Malabry, c'est dès maintenant, en juin 2022, avec la crèche et surtout le siège donc, qui s'installe. Et une ferme urbaine également, on ne l'a pas noté ici, mais la ferme urbaine va s'ouvrir en 2022. Et ensuite, 2 phases de logement, de construction de logement, de quasiment plus de 1500 logements qui vont se construire. On peut passer juste après. Donc, autour de cette. Et juste encore, celle-ci ne sert à rien, on peut encore avancer. Et encore. Et encore. Donc, autour de ces axes, en fait, je vais vous présenter un axe vraiment spécifique aujourd'hui autour de l'économie circulaire, du réemploi et des nouveaux bétons, de la reconstruction. Donc, on a commencé, en fait, on est arrivé sur le site, on a constaté, en fait, bah, qu'il y avait encore beaucoup, beaucoup de choses à récupérer. L'école centrale, en fait, est partie de manière classique, mais quand même, sur le moment, on s'est posé beaucoup de questions avec les responsables de programme, puisque quand on est arrivé sur le site, même juste avant qu'on obtienne l'offre, on a constaté qu'il y avait des bennes, en fait, devant les bâtiments. Tous les bâtiments que vous avez vus, il y avait des bennes au pied de ces immeubles. Et il faut savoir que voilà, il y a 250 bennes de 25 mètres cubes qui sont partis à la poubelle avec des pianos, hein, des pianos à queue, des chaises, des tables, des bureaux, des matelas, des sommiers, tout ce qui existait dans l'école, donc le laboratoire, la partie administrative, les logements étudiants, tout ça en fait a été mis à la benne. Et donc nous, ça nous a bah, choqués, hein, clairement, on peut le dire. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on va pouvoir récupérer ce qui reste? Et donc, on a fait appel en fait à une association qui s'appelle Réavi, euh, qui est, euh, qui est en fait dirigée par un collaborateur du groupe Eiffage, ça tombe bien. Et donc, on est venu avec lui, on lui a dit, Mohamed, puisque c'est son prénom, qu'est-ce que tu peux nous faire dans l'école centrale? Donc, avec son association, ils ont fait un tour de l'école centrale, ils ont fait un diagnostic ressources, ce qui est maintenant obligatoire, et ce qui paraît classique, c'est ce que je vous disais, mais il y a 5 ans, ce n'était pas du tout le cas. Et donc, ils ont constaté un peu tout ce tout ce qu'on pouvait récupérer. On a fini du coup par les accompagner. On leur a fait, en fait, on leur a préservé un espace sur le site. En fait, il y a 2 bâtiments qu'on n'a pas démolis du coup, en tout cas qu'on a démolis plus tard pour leur permettre de s'installer. Et ils ont récupéré 120 tonnes de matériaux qu'ils ont transformés avec des emplois en insertion de Châtenay. Donc, il y a eu 9 emplois qui ont été créés. Et donc, ils ont participé en fait à toutes nos réunions hebdomadaires avec le maître d'œuvre, avec les démolisseurs, puisqu'il y avait 3 démolisseurs sur le site. Et du coup, ils ont participé en fait à la déconstruction sélective en récupérant du matériel et ensuite en le rénovant, le retapant et le remettant dans la filière d'économie sociale et solidaire. Donc, c'est une vraie fierté, puisque Réavi, c'est une petite association qu'on a accompagnée et bah, voilà, dont le résultat, en fait, est probant. Et en fait, grâce aussi à l'espace, puisque c'est quand même, eux, ils ont un vrai enjeu de stockage. Et en fait, sur le site, bah, on n'avait pas de problème d'espace, comme vous avez pu le voir. Et donc, du coup, on s'est organisé pour pouvoir les accompagner et leur permettre, en fait, de récupérer tout ce matériel. On peut passer à la suivante. L'autre axe, une fois que Réavi était passé, c'était donc ce que je vous disais, l'enjeu c'était de récupérer les bétons.
Donc, la déconstruction sélective, nous, on est arrivé dans l'offre, on a dit à la ville de Châtenay-Malabry, on va réemployer, recycler 100% des bétons qui seront démolis. 100%, bon, je vous avoue que c'était un tout petit peu ambitieux, puisqu'il y a forcément, enfin, 100%, pas 100% des bétons, c'était pas ambitieux, c'est ce qui se passe, mais 100% des déchets. Donc, évidemment, il y a quelques déchets qui sont sortis, les métaux, les déchets qui étaient vraiment impropres à la reconstruction, mais 98% en fait de l'ensemble a été réutilisé sur site. Donc, on a utilisé des concasseurs. C'est là où, en fait, où les démolisseurs ont un peu changé de statut. Ils sont vraiment devenus créateurs de ressources. Maintenant, ils se présentent comme ça. Il y a 5 ans, encore une fois, c'était des démolisseurs. Maintenant, c'est des créateurs de ressources. Et on en est très fiers parce que c'est vraiment à travers ce chantier que ça s'est passé. On peut passer, je crois qu'il y a des détails sur le rythme et sur le planning. Donc, on a commencé par donc, la déconstruction, le réemploi des matériaux. On a fait venir des concasseurs. Les concasseurs, c'était aussi très intéressant parce que donc on les a fait venir sur place. Beaucoup de gens nous ont dit, la mairie notamment et les voisins, nous ont dit: «Ça fait du bruit», et en fait, quand on leur a expliqué que, bah, 6 000 camions avaient été évités grâce à ça, tout le monde était convaincu en fait de l'approche. Ensuite, c'est juste le programme dans son ensemble. En fait, il y a eu plusieurs étapes, à travers, cette démolition. On en a profité pour, tout de suite créer, le réseau de chaleur, poser les voiries qui seront définitives et donc à partir de 2022, du coup, il y aura les premiers habitants qui vont arriver. On peut passer juste après, ça, c'est les grandes étapes des travaux. Donc ce que je vous disais, 98% des bétons, issus de la démolition sont réemployés sur site. Donc, on est passé de la petite image en haut à droite, classique, une fois que les croqueuses, sont intervenues sur les bâtiments, à la petite image en bas à gauche, avec, des granulats. Vous verrez, on a fait, 3 granulométries différentes pour recréer du béton apte à la construction. 120 000 tonnes de gravats, 60 000 tonnes de granulats du coup. Donc on a eu 120 000 tonnes de gravats. Une fois que c'est concassé, bah, tout n'est pas, encore une fois, viable pour la construction. Et ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, 6 000 camions évités, donc ça faisait en à peu près, 8 mois de démolition, l'équivalent d'un camion toutes les 4 minutes qui a été évité. On peut passer à la suivante. Là, c'est un peu plus dans les détails. On rentre dans les détails. Donc, avant de faire ça, évidemment, bah, il avait enfin évidemment. Je vous dis évidemment, mais, il y a 5 ans, on était là: «Ah bon, il faut faire ça?» Donc on a dû, carotter, tous les bâtiments. Notre grande chance, c'est que l'école centrale, en fait, elle a été construite très rapidement, en quelques années et donc du coup, avec les mêmes types de béton et des bétons plutôt performants d'ailleurs à l'époque, plutôt bas carbone, disons. Et donc on a fait des caractérisations de chaque bâtiment. Donc hormis un tout petit espace où en fait c'était de la brique qui avait été utilisée pour, construire un bâtiment, un tout petit bout de bâtiment, c'était vraiment du béton, bah, très, très fiable, on va dire, d'un point de vue mécanique, d'un point de vue physico-chimique et du coup, en fait, leur déconstruction et leur concassage a été permis et surtout leur réutilisation. Donc on a fait, donc, ce que je vous disais, plus de 100 000 tonnes de gravats et on a créé, 3 coupures de granulats, donc, du 0,3, du 3,8 et du 8,20. Tous ces granulats, du coup, ont été caractérisés. On a été, voilà, dans nos laboratoires et dans les laboratoires, en fait, de caractérisation, on a pu les caractériser en tant que type 1 et donc ensuite éditer des fiches techniques de produits pour, chacune de ces coupures et du coup être, prêt, on va dire, ça c'était il y a 2 ans maintenant, 3 ans, être prêt à les réutiliser sur site. On peut passer à la suivante. Donc là, c'est encore une fois un peu de détails sur, la fabrication. L'objectif en fait initial, c'était de dire, on a des granulats, un certain stock. Alors moi, j'étais très surpris par exemple parce que j'ai découvert qu'en fait personne ne savait combien on allait produire de granulats et combien, on allait enfin et quelle quantité on allait pouvoir utiliser pour, refabriquer du béton. C'était assez rigolo, au fur et à mesure du projet, on était là: «Oui, bah, là, on a à peu près, 50 000 tonnes, puis là, on en a 60 000» et en fait, ça s'est fait vraiment, au fur et à mesure. On a découvert presque le gisement qu'on avait alors qu'il était sous nos yeux. Je ne sais pas si quelqu'un a un vrai outil pour déterminer ça, mais en tout cas, nous, ça nous a permis de comprendre,
un peu mieux comment des bâtiments se transforment en quantité. Donc, ça fait partie des outils, en fait, enfin, des sujets que maintenant on maîtrise, qu'on ne maîtrisait pas il y a quelques années. Et donc, derrière, notre objectif, c'était de remettre du béton dans toutes nos constructions, de le mettre dans la voirie, ce qui était plus classique déjà à l'époque. Et l'objectif ultime, c'est de fabriquer un bâtiment avec du béton, avec 100% de granulats recyclés, sachant que la norme autorise 30% jusqu'à son maximum. Et donc nous, on a voulu dépasser cette norme et pousser vraiment, montrer que c'était possible d'inclure plus que 30% de granulats recyclés. On peut passer à la suivante. Donc pour ça, il y a eu un groupe de travail qui a été monté au sein du groupe Eiffage. On est donc une quinzaine en fait à travailler sur ce sujet, des spécialistes béton qui s'étaient jamais rencontrés en fait entre les branches génie civil, les branches route, les branches construction, voilà, structure, études, méthode, structure. Ces gens-là en fait, se connaissaient, mais s'étaient jamais vraiment retrouvés autour d'une table pour réfléchir à un sujet. Ça leur a permis de réfléchir à ce sujet. Donc ça fait 28, 28 réunions qu'on fait à une quinzaine de personnes. Alors ça évolue, puisqu'au début, c'était vraiment, on préparait un peu le maître d'ouvrage, les maîtres d'œuvre. Maintenant, on est en train de finir un peu cette action, puisque le bâtiment visé va être construit en 2023, début 2023, donc sa conception est en cours. Mais ça fait quand même 2 ans et demi en fait, qu'on se réunit pour travailler sur ce sujet du béton recyclé, et notamment quel centralier on va faire venir, puisque notre avantage, comme encore une fois vous l'avez vu, on a beaucoup d'espace, donc on a pu installer une centrale sur site. Donc on utilise le béton directement, enfin le granulat, pardon, directement, sur une centrale à béton qui est sur site avec site Rémy 4 silos. Je vous laisse lire ce qu'il y a sur la slide, mais donc c'était une grande slide. 100% de béton recyclé pour la phase 1. Donc la phase 1, c'était les 500 et quelques logements, plus les commerces, plus la ferme urbaine. Donc en fait, tous ces bétons-là utilisent du granulat recyclé à hauteur de 30%, à minimum. Donc voilà, tous nos bétons de construction utilisent 30% de granulat recyclé. On peut passer à la suivante, parce que je crois que je vais exploser mon temps de parole. Et en parallèle, en fait, on travaille en fait, avec l'université Gustave Eiffel qui nous a accompagnés sur ce projet de béton 100% recyclé. Et ils sont venus aussi avec une idée qu'on n'avait pas, évidemment, qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas imaginé, qui était la carbonatation accélérée. Donc, on les a suivis en fait dans cette idée-là, faire une expérimentation pardon, à grande échelle de carbonatation accélérée. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la carbonatation accélérée, en fait, c'est comment faire que le granulat devienne un piège de CO2. Donc, en fait, on injecte du CO2 dans du granulat recyclé, sachant qu'en fait, notre béton fait de la carbonatation. Donc, ici, c'est accéléré parce que vraiment, on le met dans des conditions qui permettent de vraiment au sable de capter plus de CO2, mais naturellement, le béton capte du CO2 pendant toute sa vie. Mais ici, en fait, on le transforme un peu en piège à CO2 un peu plus fort. Donc, c'est l'expérimentation qu'on a faite sur 5 tonnes de sable, ce qui nous permet donc de vérifier ou de constater ou pas si les essais en laboratoire, qui étaient donc de 250 kg de CO2 par tonne de béton, sont reproduites en cas concret, en cas réel, on va dire, sur le sable de notre déconstruction. Ce sable sera réutilisé, et c'est en cours, pour construire des choses dans le quartier. On peut encore passer, je crois qu'il reste quelques slides. Donc ce que je vous disais aussi, c'est qu'on a utilisé le granulat recyclé dans la voirie, ce qui est assez classique. Mais en fait, on ne s'est pas contenté en fait, d'utiliser juste ce granulat, le 0,315, donc les gros cailloux. On a aussi profité en fait, de ce site de démonstration pour ajouter donc, les enrobés du site qui existaient déjà, donc 50%, 30% d'enrobés de la construction issus de la démolition, et du liant végétal issu de la papeterie. Donc c'est Biofalt, un produit d'Eiffage Route, qui en fait fait des voiries très bas carbone sur le site de Châtenay-Malabry. Et on les a installés tout de suite en fait, c'est-à-dire ce que je vous disais tout à l'heure, à l'occasion de la pose du réseau de chaleur, on a tout de suite installé les voiries. Donc là, il y a des camions qui passent sans cesse, hein, les camions à l'intérieur du site, et on constate qu'en fait que cette voirie très bas carbone résiste très, très bien au passage des camions. Donc on est très content en fait de la tenue et de la bonne tenue de ces voiries.
On peut encore passer à la suivante. Après, ce sont juste des photos, on peut faire défiler. Donc là, on en est là, c'est-à-dire que voilà, les bétons se construisent. Ce que je vous disais, en 2022, les premiers habitants vont arriver et on va donc construire notre bâtiment 100% recyclé en 2023, puisqu'on dépose un ATEX. Donc ça a pris un peu de temps pour le déposer. C'est une grande histoire, une grande aventure pour déposer un ATEX. Je pourrais vous en parler si vous avez des questions, mais voilà, on a chaque semaine encore des surprises avec le ciment, avec le CSTB. Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes, on va dire, très intéressantes et qui nous apprennent beaucoup. Nous, notre enjeu, en fait, c'est de comprendre tous les freins et tous les leviers qui nous permettront de reproduire ça. Ça paraît en fait faramineux, mais maintenant, on sait qu'on sait faire. On sait dans quelles conditions et on sait combien ça coûte, entre guillemets, sachant que cette opération de béton recyclé sur ce site n'a rien coûté, puisqu'en fait, il a rapporté de l'argent à l'entreprise et surtout à l'aménageur. Voilà, j'ai un peu dépassé, je suis désolé Thomas. Je vois que... Non, non, c'est très riche, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire, ouais, je suis désolé. Ouais, il y a beaucoup de choses, mais je te remercie d'avoir donné les détails, les chiffres, les pourcentages. Donc, comme je disais, ça sera disponible sur le replay aussi. Et il y a au moins une question dans le chat, donc je t'invite à y répondre directement dans le chat. Oui, Et puis, alors j'invite j'ai tout le vu oui, monde qu'il y avait à... une question sur le 100% cyclé. Quels sont les types d'applications sur lesquelles mais vous utilisez le il faut qu'on 100% passe à recyclé? la suivante, donc je te laisserai répondre D'accord. Alors, dans le le chat. 100% Et recyclé, il est dans un bâtiment, donc du coup, plutôt sur les verticaux. Voilà, donc la texte, en fait, c'est très précis, hein, on ne peut pas l'utiliser dans tout le bâtiment, mais donc nous, on a visé les verticaux de notre bâtiment. Donc, on espère que ce sera bon, puisque la texte est en cours, hein, le dossier est en train de se constituer, les tests. Et donc, on va instruire le dossier en juin, certainement. Et donc, on saura si on aura le droit de mettre 100%, 80, 90. Voilà. bon, en tout cas, Que on vous le souhaite. c'est Et puis, plutôt voilà, sur les murs verticaux de notre bâtiment de logement. bonne chance avec cet ATEX. Et puis, bravo en tout cas d'avoir été un peu pionnier en 2017, parce qu'effectivement, maintenant, on parle de ça comme si c'était naturel, mais on voit Ouais, ouais, que en ça a fait, changé les cultures à ce moment-là, quoi. ouais, ce qui est intéressant, c'est que finalement, techniquement, il y a pas grand-chose, hein. On n'a pas fait des prouesses techniques. On a juste, voilà, posé le sujet, on a pris du temps, c'est vrai, et un peu d'organisation. J'invite tout le monde, franchement, à réfléchir dès que la déconstruction se fait pour penser à la réutilisation du béton. Je pense que maintenant, c'est fait. Si ça peut pousser les gens, je disais qu'on a gagné de l'argent, c'est vrai. On a vraiment gagné de l'argent grâce à ça. Enfin, gagné de l'argent sur ce sujet, hein. On n'en a pas dépensé. On a moins dépensé que ce qu'on a gagné, puisque le granulat qu'on a produit, on l'a revendu à notre centralier. Donc, il faut vraiment, voilà, je pense, pousser cette réflexion dès que vous avez de la déconstruction à faire. Très bien, merci encore. On va rester là-dessus. Et Oui, belle inspiration pour la merci à suite. vous et On te le merci souhaite Thomas pour de plus belle. l'invitation à intervenir. Merci. Sans problème. À bientôt. Et donc, Oui, on va passer la parole tout de suite à Quentin, qui va nous Oui, présenter Tree Collect. bonjour à tous. Bonjour Quentin. Est-ce que ce serait possible que je partage mon écran? C'est plus simple qu'on... C'est juste parce que j'ai un petit peu changé la présentation. Je sais pas si c'est... Est-ce que tout le monde voit? Là, c'est bon. Est-ce que tout le monde voit, c'est bon? Ouais, on vous entend pas très bien, donc il faut parler soit plus fort, soit vous rapprocher du Ouais, micro. vous m'entendez pas bien? Ok. Du coup, je vais vous parler donc de Tree Collect. Donc, je m'appelle Quentin Charrois, donc je suis le président de Tree Collect. Donc, on est une entreprise qui s'est fixée pour ambition de réinventer la gestion des déchets de chantier. Alors, c'est intéressant parce que les deux précédentes présentations disaient qu'il fallait se poser autour d'une table et repenser les problèmes. Et, donc, c'est exactement ce qu'on a fait. On a essayé de repenser la question de la gestion des déchets de chantier pour aller recycler un maximum de déchets. Donc, pour présenter l'activité, donc on est parti d'un constat, c'est que les déchets en mélange sont souvent, en fait, ont tendance à se polluer entre eux. Et du coup, ils deviennent souvent impropres au recyclage. C'est assez facile de comprendre que si vous mettez du gravat et du plâtre en mélange dans une benne, c'est extrêmement compliqué. Je ne sais pas pourquoi ça bouge. C'est extrêmement compliqué de pouvoir trier les différentes matières.
Et donc, c'est ce qu'on voit dans les bennes de déchets ou dans les tas de déchets, parfois même malheureusement, qu'on trouve dans la nature. Alors, la bonne nouvelle, c'est que 100%, enfin 90% de ce qu'on trouve dans les déchets de construction sont parfaitement recyclables avec les techniques actuelles. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'innovation. Le seul sujet, c'est comment est-ce qu'on les trie le plus en amont possible pour pouvoir les recycler. Donc, en plus, les déchets sur un chantier, ça fait l'unanimité pour dire que ça pose problème, parce que ça crée de la tension entre les différents corps de métier, ça laisse pas forcément des bonnes images de chantier, et le temps consacré par les entreprises à gérer ces déchets n'est pas du tout optimisé, sans parler des coûts de traitement qui sont en constante augmentation et qui, en fait, augmentent très fortement. Donc les enjeux, ils sont assez simples. Il y a 46 millions de tonnes de déchets produits par an en France. La part du recyclage, il faut la grimper de 20% à 70%. Et l'idée, c'est de faire ça tout en mettant les coûts. Alors au niveau de l'arrêtation, elle bouge énormément. Il y a aujourd'hui l'obligation de tracer les déchets et aussi de trier 7 flux de déchets sur chantier. Et comme je le disais juste avant, il y a une fiscalité sur le déchet qui est en train d'augmenter, d'exploser, ce qui fait qu'on pense que le déchet en mélange va coûter près de 250 € la tonne en 2025. Donc la logique, en fait, ce serait de passer de la benne en mélange, collectée en mélange, où on a du mal à la trier, donc on a du mal à la recycler, donc ça part soit en incinération, soit en enfouissement, à plutôt une nouvelle logique où on va trier à la source les déchets de manière à les envoyer directement vers les filières de recyclage. Donc les 4 étapes, c'est déjà se mettre autour de la table pour expliquer le sens à l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les compagnons de chantier, maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage. Ensuite, d'installer des stations de tri sur chantier pour collecter ensuite les déchets et les réemployer et recycler localement. Donc comment ça marche? C'est très simple, il y a 2 stations de tri. Globalement, les stations de tri en extérieur pour la partie gros œuvre, qui permettent de trier tout ce qui est gravat, bois, ferraille. Voilà. Et puis dès qu'on passe en phase seconde œuvre, en fait, on s'installe en intérieur du bâtiment pour préserver les matières, puisque en fait, il faut savoir que le plâtre mouillé n'est pas recyclable, ou en tout cas n'est pas accepté par les filières de recyclage. Donc la partie gros œuvre, il y a quelques photos de contenants bien triés. Et en partie seconde œuvre, vous voyez qu'on arrive à récupérer du plâtre, de la ferraille, de la laine de verre directement triée à la source dans différents contenants qui sont adaptés en fait à la matière qu'on va trouver. Donc aujourd'hui, sur un logement de 100 mètres carrés, on arrive à recycler 90%, on est sur plus de 3 tonnes de déchets, entre 10 et 20 mètres cubes de déchets produits. Donc on récupère du plâtre, des palettes, du plâtre, des gravats, du film plastique, du bois, de laine de verre, etc. Alors les clients aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les aménageurs et les promoteurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les personnes qui peuvent inscrire dans les DCE finalement les prescriptions de tri. Et donc du coup, l'artisan et l'entreprise aujourd'hui vont respecter les consignes et les exigences et les ambitions émises par leurs clients. Donc on travaille avec des promoteurs de logements, comme les principaux, des constructeurs individuels, des aménageurs, et bien entendu que les entreprises du bâtiment, notamment les entreprises de gros œuvres, qui sont ravies de nous voir arriver parce que quand elles quittent le chantier en phase seconde œuvre, elles n'ont plus besoin de gérer les déchets puisqu'on s'en occupe. Alors le marché aujourd'hui, il est très important. Les marchés c'est un marché qui fait 46 millions de tonnes. C'est à peu près 980 millions d'euros sur les déchets inertes et plus de 2 milliards sur les déchets en mélange, puisqu'il y a des coûts de traitement et des coûts de transport qui sont assez importants. Donc la concurrence aujourd'hui, vous connaissez les principaux acteurs que sont Veolia, Suez, Paprec, qui travaillent uniquement avec des bennes aujourd'hui. C'est la difficulté qu'ils rencontrent pour faire du tri. Parce que la benne, c'est difficile de mettre 7, 8 bennes de déchets sur chantier, il y a rarement la place. Et du coup, c'est très bien pour le gravat, la benne, mais ce n'est pas forcément bon pour le carton, les films plastiques ou d'autres déchets qui sont plus légers. Voilà, après au niveau du business plan,
On est en train de se déployer en fait sur la France. On est en train de créer un réseau d'une 40aine d'agences d'ici 5 ans. On vise à peu près 18% de part de marché. Bon, je passe les chiffres. Le plus important, c'est qu'on est une entreprise à mission. Avec notre objectif, c'est de préserver l'environnement par la prévention des déchets et en favorisant donc l'économie circulaire. On a déjà couvert 3 régions à l'heure actuelle et donc on couvrira la France d'ici 2025. Voilà, je suis allé très vite. J'espère que donc j'enlève mon partage. Merci beaucoup, C'est pour Quentin. laisser à Claude. C'était clair et bravo pour ce beau développement et on vous souhaite tout le succès dans la suite. Donc j'invite les uns et les autres à poser leurs questions sur le chat et Quentin, vous pourrez y répondre. Et puis je vous rappelle qu'à 10 h, on se retrouve après les pitchs pour une séance spécifique de questions-réponses. Ok. Voilà. Une question Olivier. pour la REP PMCB. Est-ce que je réponds? Non, Ouais. désolé. Vous pouvez répondre sur le chat. Ok, ça marche. Et la parole est à Olivier maintenant, qui va nous présenter la solution de déstockage des bétons. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui avez les slides normalement. C'est ça, donc vous nous dites et on les passe. Allez-y. Bonjour à tous, merci de me recevoir pour vous présenter Ubéton, la solution de déstockage du béton. Et je vous laisse passer à la suivante. Donc, dans le secteur du bâtiment et travaux publics, ce sont 2 millions de mètres cubes de béton frais qui deviennent des déchets chaque année. Et donc, ces invendus sont générés suite à des refus de chantier ou des surplus de commandes et génèrent en CO2 autant de CO2, l'équivalent que 162 500 voitures en un an. Et l'industrie du béton, c'est aussi 1,8% de l'impact carbone total de la France. Au lieu de le réemployer, le béton inutilisé, il est majoritairement recyclé via un processus d'élimination qui est quand même un petit peu coûteux, même si ça a été évoqué tout à l'heure dans la présentation des phages. Ou alors ce sont des blocs légaux qui sont réalisés. Et c'est l'équivalent de 1000 toupies chaque jour en France qui deviennent des déchets, alors même que de nombreux artisans sont prêts à utiliser des produits de réemploi. On peut passer à la suivante. La solution offerte par Ubéton, nous, on cherche à répondre à cette problématique. Donc, il s'agit via une plateforme de mettre ces volumes à disposition des artisans, où ils pourront créer simplement un besoin de béton en moins de 2 minutes. Donc, ils vont renseigner la localisation du chantier, choisissent la formulation, enfin l'usage du béton, la quantité souhaitée, et enfin le mode de livraison selon l'accessibilité du chantier. Les centrales renseignent les retours selon un process similaire. Et ensuite, notre algorithme de matching, qui utilise aussi de l'intelligence artificielle, réalise instantanément un matching entre l'offre et la demande en vérifiant différents paramètres afin de notifier les retours de béton aux artisans à proximité et en favorisant la solution ayant l'impact environnemental le plus faible. Le béton peut être ainsi réutilisé là où il sera utile et à moindre coût. Et donc, une fois le paiement effectué sur la web application, le chauffeur est avisé de la nouvelle destination et peut livrer. Donc notre solution va être disponible tout d'abord en version marketplace et ensuite on va développer une version SaaS en marque blanche. On peut passer à la suivante. Et donc nous, on se pose clairement comme une solution simple d'usage et low cost face aux autres acteurs qui sont les centrales à béton. Donc j'ai un peu regroupé tout le monde dans les centrales à béton, mais par rapport aux pure players qui sont béton direct et Allo béton, mais ça se situe dans un mouchoir de poche en fait. Hein, je ne peux pas mettre tout le monde les uns sur les autres. Donc nous apportons une garantie que n'offre pas l'économie souterraine, par exemple, qui ne peut pas proposer de facture aux artisans, et une plus grande simplicité par rapport à un béton réalisé à la bétonnière. On peut passer à la suivante. Donc l'industrie du béton en France, c'est 43 millions de mètres cubes de béton chaque année. Donc pour nous, pour Ubéton, le marché atteignable, il représente 192 millions d'euros. Et donc en effet, nos cibles sont les acheteurs de béton au comptant auprès des centrales à béton, ainsi que ceux qui font leur béton à la bétonnière. Et on cherche à réaliser une solution qui est attendue par de nombreuses centrales indépendantes, dont Saint-Rémy-Jean, De Trévières, Garouste, et on a déjà des échanges avec les carrières du Boulonnais, par exemple, aussi. Notre feuille de route prévoit un lancement du service mi-2022 pour la marketplace auprès de nos centrales partenaires. Et ce déploiement, ça va être l'occasion aussi pour nous d'améliorer l'algorithme et l'IA des premiers retours terrain.
On peut passer à la suivante. Donc, nous, on adopte une stratégie win-win, dont l'objectif est de maximiser le remploi du béton, puisqu'en effet, les centrales valorisent un retour qui représentait auparavant un coût en livraison et en recyclage, et les utilisateurs réalisent des économies tout en utilisant un produit de qualité et en agissant positivement pour l'environnement. Donc, nous, on prélève pour cela une commission de 20% sur les ventes réalisées via la plateforme. Et donc, on peut passer à la suivante. Donc, notre déploiement, il est actuellement favorisé par différentes lois en faveur de l'économie circulaire et de la transition énergétique, qui justifient d'autant plus de la nécessité d'agir. On a un objectif de commission à 3 ans de 1,2 million d'euros. Donc, actuellement, on est accompagné par l'incubateur Euratechnologie dans la verticale PropTech, en partenariat aussi avec le WinLab du 3CA BTP. On est lauréat de plusieurs prix, dont le Summit for Good ainsi que le French Tech Tremplin organisé par la BPI, finaliste du concours Innovation Construction Durable ainsi que du Climate Launchpad. On peut passer à la suivante. Donc, je suis Olivier Billa, j'ai travaillé en tant que manager de l'agence de transport dans le BTP. Et donc, choqué par les déchets béton générés tous les ans, enfin, de béton prêt à l'emploi, je précise, j'ai décidé de développer Ubéton, donc avec Stéphanie Laporte, experte web et social media depuis plus de 10 ans. Et nous avons été rejoints par Michael Madigan, développeur avec 20 ans d'expérience. Donc, vous l'aurez compris, Ubéton, on cherche à apporter une solution afin de prévenir les déchets de l'industrie du béton prêt à l'emploi. Comme on entend souvent, hein, si le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, grâce à Ubéton, ce qu'on souhaite faire, c'est de rendre possible la réduction de ces déchets. Donc, et forcément, l'industrie cimentière est concernée et on doit continuer d'agir pour limiter son impact. Et on peut éventuellement passer à la dernière slide. Donc, en effet, les enjeux sont pour l'industrie cimentière, mais une économie des matières premières qui sont épuisables, la limitation des impacts sur l'environnement et des économies financières qui sont liées au traitement des déchets. Donc, on développe une solution qui est déployable rapidement et adaptée à ces enjeux. Agir, en fait, nécessite l'implication du plus grand nombre. Et je pourrais dire que Ubéton a besoin de vous pour cela. Mais en fait, c'est l'environnement qui a besoin de vous. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Olivier, pour la présentation du projet. On a hâte de voir comment ça se passe quand vous lancez et que vous aurez les premiers retours, parce que moi aussi. Ça va être... on sera ravis de vous revoir à nouveau pour valider comment ça s'est passé, quoi. Oui. En tout cas, on vous souhaite le meilleur succès. Merci beaucoup. Merci. Et je vais maintenant passer en anglais pour notre dernier pitch. Franz, thank you for Good being morning. with us. Yes, And thank you for waiting. The microphone is yours. Thank you very Go ahead. much. Yeah, next slide, please. Thank you for being here. I'm Franz Haller. I'm one of the co-founders and CEO of Mixteresting. Really great to hear such good projects, reducing CO2 in the whole construction industry. There's a long way to go, but they're really promising new projects. Next slide, please. And in the next few minutes, you will hear how our software can help everybody to develop CO2 neutral concrete within 3 months. Yes, 3 months. And you don't have to change your process. You don't have to change your batch sizes. You can do it all the same with our software. Next slide, please. So probably in this room, everybody knows that concrete is the most widely used material in the world, concrete and cement. And on the next slide, you probably all know that, of course, there are some CO2 emissions, and concrete alone is responsible for 8% of the CO2 emissions globally. On the next slide. What is our solution? How can we help the industry to develop new and more efficient concretes faster? We developed a software, a combination of mathematical algorithms and AI, which digitally simulates the whole mixing process of new and more efficient concrete mixes. And given our expertise and given our project we already did, we could reduce the time to development to 2 to 3 months, not 2 to 3 years for new concretes, but 2 to 3 months. Next slide, please. Yeah, so what is the solution? It's a software as a service, as I said before. It's a combination of machine learning, and really, really important to understand is that our software can
start to optimize with as little as 15 data points. Why is this important, you ask? Yeah, because everybody who developed concrete knows that you need trial and error, you need batch size, test it, batch size, test it, and you don't have that much data points to start with, and our system is capable of starting with really, really little data points with 15. Yeah, and of course, it's important that you can use it in the real life, so software also tries to iterate only good, robust mixtures which can withstand deviations of the new materials and the materials you're using. Next slide, please. Yeah, so our combination of mathematical models, AI, and physical chemics models, how concrete and cement is working, is a really game changer industry. And the possibility to really start from scratch, all the performance-based concept the whole world is dreaming about, can be possible with our software, because you really can develop in 2 to 3 months. And the system always tries to explore new and more promising results in the concrete sphere. Next slide, please. Yeah, of course, as we're a startup, there are a few competitors. It's good because it's showing that there's a market. Next slide, please. And what do we offer the customer? Of course, you're 10 times faster. You don't have to iterate 20, 30 times. You only have to iterate 2 or 3 times. In the projects we already did with customers, the profit increase was between 5 and 10%. And in all the projects, the reduction of CO2 was at least minimum 10%. Last week we had a call with a customer that we reduced 25% in the first iteration. So it was really a shocking experience for the customer to see that there is a potential for 20% of carbon reduction, and it did it in the first iteration. Next slide, please. Yeah, it's a huge growing market for application. There are a lot of researchers in the material science sector. There are a lot of concrete companies doing their own concretes, prefabrication, and of course the whole growing market of 3D printing companies, concrete technologists, new concrete producers. They're formulating their own mixes, and we help them all to develop their more efficient concretes faster. Next slide, please. Yeah, this is one testimonial. You can screenshot it, why they're using it. It was one of the biggest Austrian prefabrication companies. You can have the slide, so I will skip this slide. Next slide, please. Yeah, this lovely fella here is a wood fiber concrete, is a carbon neutral concrete with 25% recycled wood aggregates, with 20% recycled concrete aggregates, and a compressive strength of 35 megapascal, still purable, not inflatable. And our software only needs 3 iterations to find this concrete, and we have more concretes, UHPC, normal concrete, 20-30% recycling aggregates. We didn't have any information for the material at all. The software designed the concept itself. It's granulated wood fibers, so we granulate in the lab, and it's real wood. Next slide, please. Yeah, where we started 2019 with the research project. We funded the company in 2020. We had the first trials in 21. We get now 4,500 different concrete types in the lab in our software already. And the development of the project is really good and going. Next slide, please. Yeah, what is the business model? As I said before, it's a software as a service. We're selling it for 500 or 1,000 euros per month. It depends on the service level agreement. Then we have 2 customers who said, no, they don't want to pay anything. Then we said, okay, if we reach certain milestones, we get a profit sharing agreement. This works really well. And then for the next iteration, if the customer wants to add, for example, a digital mixing master, wants only use it in the lab, but only at in the batch operation, then you can have certain licenses. And yeah, there are one big customer who wants to integrate his own concrete models in our system. It's also possible, but we'll talk about the contracts then. Next slide, please. Yeah, we have a good traction right now. We onboard a lot of the biggest Austrian and German companies at the moment, and it's really going well. The industry is aware that there's a need for digitalization, and whereas we see now and today for CO2 reduced concretes. Next slide, please.
Yeah, and of course, as a startup, you have to bear the first 2 years. There is not profit, but that's okay. And the investors we already have, they are okay with it. But it's a good scalable business, and that's the most important thing for us. Next slide, please. Yeah, the team behind the intelligence of the software was designed by Professor of Mathematics, Professor Hermann Schichel of University of Vienna, co-founded by Waltraud Stöllinger. She's an experienced architect who had the initial idea. And we hired last year Dr. Erwin Platzer. He was former head of sales Lafarge Austria. So he was selling the company's cement, and now we're helping to optimize the concrete. So it's really important that we have a material scientist like Dr. Platzer in team to really make a really good software which can be used in the real life for industry. And I'm the CEO and co-founder and take care of all the other non-technical stuff. Next slide, please. Yeah, what we're searching right now, we're searching a seed round, 750,000 euros, to foster our team of developers, to get new salespeople on board, to intensify our marketing, and of course, to get the next iteration, the next APIs of Mixing Master, the next development of our software in place. Next slide. Yeah, this is our roadmap. As I said before, 750,000. We now implementing new languages as well as French. So this is really important for us to get it for the customer in the real market. Then we have 2 partnerships already with 2 universities, University of Cambridge to mention, and 10 more to coming. And yeah, it will be profitable in 2023. So we have a long road to go, but it really makes fun because it's really important issue to optimize concrete. And next slide, s'il vous plaît. Yeah, so this was it. Now you have it. I hope you understand how we can help to really develop new and more efficient concrete in a really short period of time. Happy to connect on LinkedIn. I will post my LinkedIn profile on the chat. Happy to connect, happy to talk. Great to be here. Thank you very much, Franz. Always a pleasure to have you, and we are hoping that you will develop in France very, very soon. Looking forward to, yes. Yes. So stay with us for the question and section. Donc merci à tous les intervenants d'aujourd'hui. Il me reste à vous préciser que notre prochaine session sera dédiée à la performance industrielle, donc les process industriels et cimentiers. On sera moins sur le côté chantier et application et plus sur la décarbonation et l'optimisation des process. Et ça sera le 2 juin, toujours sur le même créneau de 9h à 10h. Voilà, je remercie tous ceux qui ont participé. On va passer aux questions-réponses. On a un petit peu débordé, mais on avait trop de choses intéressantes à dire, donc on a une bonne excuse. Voilà, donc je vous invite vraiment maintenant à poser des questions aux intervenants. Oui, bonjour. Moi, j'aurais une petite question pour Ubéton. Quel est le délai de réponse entre le moment où c'est matché
et entre le retour béton et l'artisan qui pourra avoir une solution ou une demande? Alors, actuellement, on est parti sur un délai de retour de la réponse du match de 5 à 6 minutes. Donc, forcément, il faut être très réactif. En fait, la solution, ça s'apparente un petit peu à Too Good To Go, si vous connaissez, où là, par contre, il y a des délais plus longs. Et une fois comment dire, qu'on se rapproche de l'échéance, ils affichent un timer qui indique le temps maximum pour répondre, pour pouvoir récupérer les restes de la journée, on va dire, de boulangerie ou des restaurants. Donc là, ça s'affiche de la même manière, c'est-à-dire que quand on a un match, il y a une notification avec un timer sur la web application qui s'affiche. Donc, vous avez un suivi par l'application. En fait, le chauffeur, il reçoit, il a une géoloc et il reçoit tout ça par l'application et il a un trajet déterminé, c'est ça? Alors, moi, je communique pas avec le chauffeur, c'est la centrale qui communique avec le chauffeur. Pour l'instant, je n'ai pas d'application pour le chauffeur. Comment dire, ils ont déjà beaucoup de chauffeurs ont leurs applications métiers. Donc, je ne vais pas me rajouter, leur faire une application supplémentaire. On est tous d'ailleurs dans le même cas, on a tous trop d'applications sur nos téléphones. Donc, l'objectif, c'est pas de leur en rajouter, c'est par la suite éventuellement de s'interfacer avec les applications de la centrale pour que les informations viennent directement dans la centrale. Merci beaucoup, c'est très clair. Il y a la solution Waze qui est Waze WY2Z qui est très utilisée par des centrales à béton. Et on a commencé des échanges avec eux pour trouver une solution pour s'interfacer l'un avec l'autre. Parce que eux, par exemple, dans la solution Waze, les chauffeurs indiquent déjà le volume de retour de béton qui est dans la toupie. Non, mais ok, c'est beaucoup plus clair. Ça me semble pertinent de ne pas aller créer de la complexité là où on peut simplifier le dispositif. Voilà. Donc je continue puisque la question était sur le délai pour la réponse, mais notre algorithme prévoit aussi comment dire, on ne calcule pas la distance entre le camion qui a un retour et les chantiers potentiels qui sont autour. C'est pas une distance qu'on calcule, c'est un temps en fait. Et c'est le temps qui est calculé, il se calcule en temps réel, c'est-à-dire que s'il y a un impact par rapport à des bouchons ou quelque chose comme ça, c'est pris en compte déjà à ce moment-là. Et ce sont pareil, le temps pour vider le béton de la toupie est pris en compte aussi. On essaie de prendre un maximum d'informations en compte afin vraiment de rester dans les clous par rapport aux préconisations du CSTB pour la mise en œuvre. France, I have a question on what is your typical client? Is it a company that has a good size with good skills internally, and they just need your service to make it even better, or typically a less mature company who can do a big jump by working with you? So I suppose it's a question for me, right? Yes. Perfect. So the customer structure is really diverse. So we start from researchers doing university research that goes to small concrete producing companies with, let's say, 50 to 60,000 cubic meters per year. The biggest companies we work right now is prefabrication, and one mix was 120,000 cubic meters. So the good thing is you can use it as a software. It doesn't matter if you're experienced or not. Of course, you need the results. You need to know what is in your concrete, but given Austria and Germany, there is the legal necessity to have information about what goes in the concrete.
And normally we only use that information which is at place already. And we learned that the companies don't have in a digital form. So we have the possibility to parse it, to automatically intern the data from PDFs, from the test sheets or whatever. But we have big, small, and medium-sized enterprises. And yeah, it depends on what you want to do. Do you want to optimize existing mixes? Do you want to develop completely new performance-based concepts? Do you want to prepare? Or even do you want to react to price changes in your materials? Because given that the one construction site, for example, is in northern Germany, that the price of the sand is much lower than the price for aggregates, for gravel. So this is also a use case customer of us already did with optimized mixes and reduced the price of the concrete 5 to 7%. Okay, thank you. You're welcome. Je peux peut-être répondre à il y avait une question sur la REP PMCB, sur Oui. le financement des déchets triés sur chantier. Du coup, déjà, la REP PMCB, en fait, c'est un futur éco-organisme qui se mettra en place donc, en 2023, qui en fait vient accomplir finalement toute la partie réglementaire sur la question des déchets de chantier. Donc, le premier élément, c'était la traçabilité des déchets, donc s'assurer que les déchets finissent au bon endroit. Deuxième élément, c'était trier les déchets, donc trisser plus des déchets sur chantier. Donc, ces deux décrets en juillet 2021, et donc ça permet de trier des déchets pour un futur recyclage. Et donc, le dernier pilier donc, qui démarrera l'année prochaine, donc c'est effectivement la REP MCB, c'est des éco-organismes qui vont du coup financer grâce aux metteurs sur le marché, donc les industriels qui produisent des matériaux de construction, donc ils vont financer des éco-organismes qui vont, eux, organiser la collecte des déchets triés. Voilà, donc ce qui est important, c'est qu'il faudra que les déchets soient bien triés en amont. Et alors là, le financement, ce sera surtout pour des points de collecte, donc soit déchetterie publique, soit déchetterie professionnelle. Il y aura quelques chantiers qui seront concernés qui pourront bénéficier d'un financement de la collecte. Ce sont uniquement les chantiers qui génèrent plus de 50 mètres cubes de déchets sur la totalité du chantier. Alors comment nous on va se positionner, parce que c'était la question. Nous on travaille avec ces éco-organismes d'ores et déjà aujourd'hui pour être partenaires et du coup venir apporter des solutions de tri et de collecte de déchets sur chantier directement, ce qui leur permet d'être sûr que la qualité de la matière qu'on va collecter sera parfaitement recyclable, puisque bien triée en amont. Donc on va travailler en partenariat. Très bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si François est encore avec nous. Et on avait une question sur les éventuelles différences de comportement. Pardon, j'avais pas vu la question. Les bétons et T'as vu ces granit différences importantes. Alors oui, on a constaté des différences. En fait, en effet, on a fait des tests et on a constaté que notre granulat recyclé était de meilleure qualité que notre granulat neuf en termes de comportement mécanique et physico-chimique. Donc c'était plutôt une bonne surprise. Parce que alors, ce que tu disais, c'est que les matériaux de déconstruction étaient de bonne qualité. Enfin, oui, c'est ça s'explique parce que en fait, de c'est pas une base, généralité, quoi, voilà, le béton, c'était déjà du béton bien cimenté, on va dire. Donc en effet, ça peut l'expliquer. Mais je pense que ce qui l'explique aussi beaucoup, c'est que le travail sur le concassage, le tri, enfin la création du granulat a été, ce travail-là, il a été vraiment très méticuleux. On a beaucoup, voilà, on a été très très précautionneux. Le démolisseur, en l'occurrence, c'était Fagerud qui a créé le granulat. On a été très exigeant avec lui et ils ont vraiment bien travaillé sur la qualité, à mettre voilà d'une souffleuse, à mettre du tri, enfin du lavage avec de l'eau, avec
avec aussi une scalpeuse. Voilà, ça a été un travail de longue haleine, mais qui a payé parce que la qualité du granulat est très bonne. Après, sur le béton, la réaction du béton, on n'a pas de différence. Là, sur le béton qui est construit en ce moment à 30% de granulats recyclés, mais bon, c'est la norme, donc on a aucune différence. Et sur le 100% recyclé, bah, les tests sont en cours. Pour l'instant, jusqu'ici, on n'a pas de mauvaises surprises, donc on est plutôt confiant, on va dire, jusqu'au résultat final, on va dire, mais il n'y a pas de grosses mauvaises surprises. Ouais, j'imagine que cette question, il faudra se la poser à chaque source différente de granulats, quoi, en fait. C'est un peu ce que je disais au début, clairement la caractérisation initiale, donc le carottage sur les bâtiments existants, bah, il est quand même, voilà, c'est essentiel, hein, pour savoir si votre béton, il est apte en fait à être, réutilisé, pour du béton de construction. Rappelle-toi, tu te souviens de ton projet là. Très bien, merci beaucoup. Bah, je pense qu'on a fait le tour des questions, donc je laisse encore 1 minute aux derniers indécis pour poser leurs questions, et sinon on va interrompre la séance. Donc ça, je vous remercie tous à nouveau. Thank you, Franz, very, very much. We will be concluding. And like I said earlier, the pitch will be available on the website, and people will be able to contact you. Merci à tous, excellente journée, et puis on retrouve le 2 juin pour notre prochain événement. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous.